Salut toi, bienvenue dans ce 17e épisode de Faut qu'on parle. Ce podcast a pour but de donner des clés de communication pour avoir une vie relationnelle, affective et sexuelle épanouie. Moi, c'est Clara, et aujourd'hui on va parler d'inceste et des façons d'en parler, ou pas, avec son entourage. L'inceste, c'est un sujet qui est bien trop tabou. Alors qu'une personne sur 10 est ou a été victime d'inceste, il existe un silence immense autour de cette réalité. Mais c'est quoi l'inceste exactement ? L'inceste, c'est une violence sexuelle commise sur un ou une mineure par un de ses parents, c'est-à-dire une personne avec qui la victime a un lien de parenté. Le terme parent, ça comprend également les beaux-parents, les frères, les sœurs, les cousins-cousines, les adoptants ou adoptantes, les grands-parents, etc. En Belgique, l'inceste est considéré comme un crime et donc c'est puni par la loi. Alors comment est-ce qu'on en parle quand l'agresseur ou l'agresseuse est si proche de nous ? Comment est-ce qu'on se sent légitime d'être entendu en tant que victime quand la société entière nie le problème ? Comment ne pas douter soi-même de notre vécu quand les traumas remontent à l'enfance ? Pour répondre à ces questions, j'ai la chance d'accueillir 3 invités, Amande, Max et Diana. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui pour échanger au sujet de l'inceste ? Donc nous expliquer votre vécu par rapport à ça en 1 ou 2 phrases. Amande ? Du coup, moi, je suis survivante d'inceste. J'ai 29 ans et la réalisation s'est faite quand j'avais 25 ans. Je suis également concernée. En fait, je suis dans un endroit où, parce que j'ai entendu des gens en parler et que ça m'a fait du bien, que j'ai pris la décision. En fait, quand j'ai vu passer le sujet du podcast, je me suis dit, en fait, je me sens prête d'en parler avec d'autres. Du coup, moi, j'ai 27 ans. J'ai aussi découvert ça à 25 ans. Du coup, voilà, je suis concernée. Et comme dit Diana, je pense que ça fait du bien d'en parler. Ça fait du bien d'entendre les gens en parler. Voilà pourquoi je suis là. Quand on parle d'inceste, on parle beaucoup du silence qui entoure l'inceste. Un silence qui peut être dû premièrement au silence de la victime, parce que soit l'agresseur ou l'agresseuse continue à influencer, à menacer, à faire douter, ou est simplement présente et proche, ou parce que la victime ne se souvient plus des faits, ou pense que ce sont des cauchemars d'enfance, etc. On parle alors de mémoire traumatique, et c'est un mécanisme de protection qui est mis en place par le cerveau pour protéger la victime du trauma qu'elle est en train de vivre. Alors, la première étape dans beaucoup de cas, ça peut finalement être de réaliser l'inceste dont on a été victime, et vous en parlez justement là, Max et Amande, vous parlez toutes les deux de l'avoir réalisé à 25 ans. Comment est-ce que cette prise de conscience s'est matérialisée pour vous ? Et je pose la question à Diana aussi, évidemment. Est-ce que vous avez tout de suite compris et mis des mots dessus ou bien... Moi, du coup, c'est arrivé dans le courant de 2020. Avec le Covid et le fait des confinements, de se retrouver très seule peut-être. Donc j'ai des souvenirs de cauchemars d'enfants que j'avais toujours au fond de moi, comme des lointains souvenirs, on va dire. Mais que j'ai toujours pensé être que des cauchemars. Mais ils sont un peu réapparus à cet âge-là, en 2020, donc à mes 25 ans. J'ai rêvé de ces souvenirs, de ces cauchemars, que je pensais cauchemars du coup à l'époque, et ils devenaient de plus en plus présents, même en étant éveillée. Au un point où je me suis posé la question, j'ai besoin de savoir si ça s'est réellement passé ou pas, en fait. Mais je pense qu'à ce moment-là, la réalisation, elle est déjà faite. Et du coup, c'est comme ça, j'ai entamé une thérapie, et c'est comme ça que la réalisation s'est faite. Mais effectivement, pendant très très longtemps, les périodes sont un peu difficiles à dire. Je sais qu'il y a un âge où ça a commencé et un âge plus ou moins vers lequel ça a terminé. Mais je ne saurais pas dire exactement. Mais donc, on est sur une période de 20 à 10 ans de silence, en tout cas, enfin de silence, d'obstruction totale du cerveau, parce qu'on est en dissociation, comme ça s'appelle. J'ai un très chouette point, je me permets juste de rebondir là-dessus. C'est un livre qui a été écrit par une survivante qui s'appelle Abuser et après. C'est un livre qui provient de l'île Maurice, donc il n'est pas vraiment accessible en Europe, si jamais ça intéresse quelqu'un, mais voilà, je pense que c'est intéressant d'en parler. Et cette personne écrit dans son livre qu'en fait, au moment où ça revient, c'est le moment où notre cerveau et notre corps est capable de l'affronter, en fait. Aussi terrible que ce soit, tout ce qu'il y a à affronter, toute la violence qu'il y a à affronter là-dedans, mais c'est sûrement que c'était le moment, en fait. Le corps et le cerveau a lâché à un moment, mais
C'est pas vraiment qu'il nous a lâchés, il nous a laissés avec cette bombe. C'est plutôt, en fait, là, j'ai besoin de me poser. T'as pris le relais pendant des années, cette partie protectrice de toi a pris vraiment, t'as protégé pendant des années. Maintenant, tu vas un peu souffler, on va lâcher le truc. Et voilà. Oui, je me reconnais tout à fait dans ce que tu dis là. Effectivement, cette partie protectrice de toi qui te laisse ravoir des souvenirs tout d'un coup. Moi, je l'ai appris parce que c'est du coup la personne dont j'étais la victime qui est venue m'en parler. Donc, corps et cerveau pas forcément prêts à ce moment-là. Mais je crois profondément que les choses arrivent au bon moment, surtout dans ce genre de moment. Donc voilà, ça arrivait comme ça. De toute façon, j'ai pas vraiment eu le choix. Effectivement, je pense le Covid, le confinement, ça l'a beaucoup perturbé. Il est alcoolique. Moi, je m'en suis rendu compte très vite. Et en fait, il a demandé de l'aide à ma mère et à moi dans son alcoolisme. Et du coup, je sais pas ce qui l'a piqué, mais il a ressenti le besoin de venir me parler de ça. Et du coup, c'est arrivé vraiment comme une bombe. Je pense, comme tu dis, on a ces rêves, ces cauchemars qui sont là derrière, dans une partie de ton cerveau. Comme t'as pas de souvenir moi, j'ai pas de souvenir de mon enfance, c'est quelque chose dont j'ai toujours un peu rigolé de ça, parce que je pensais que c'était normal. On pense beaucoup que c'est normal avant de se rendre compte que ça ne l'est pas du tout. Et du coup, il y avait déjà pas mal de signes, on va dire. Ma psy le savait, elle avait essayé de me le dire plusieurs fois, mais j'étais tellement dans mon déni qu'elle elle lançait des œufs sur un mur. Et au final, quand du coup, c'est mon cousin, moi en tout cas, quand mon cousin est venu vers moi pour m'en parler, c'est comme si tout le monde savait déjà à l'intérieur. Donc voilà, tout s'est aligné, les livres ont été rangés dans l'étagère, j'étais là, ok, tout fait sens. Et puis surtout, tout se réveille d'un coup du jour au lendemain. Et là, le corps se souvient, la mémoire se réveille et on se retrouve le matin, on se réveille comme si on était normal, entre guillemets. Et puis le soir, on va se coucher et notre vie n'est plus la même et ne sera plus jamais la même. Donc c'était très bizarre. Je pense que mon corps et mon esprit n'étaient pas forcément prêts à ce moment-là. J'avais déjà fait une partie du travail en 2020 avec ma thérapeute, mais je suis repassée un peu dans la dissociation et aujourd'hui, le corps est vachement plus prêt, l'esprit est vachement plus prêt. Et du coup, je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis à ce niveau-là, le corps qui te laisse réavoir ses souvenirs et qui te permet d'avoir accès à des parties de toi où tu n'avais pas forcément accès justement par protection. Et là, je sens du coup que c'est le bon moment pour moi. Donc, on passe un super moment. C'est super fun. Mais non, voilà, c'est un cadeau en un sens aussi, de pouvoir aller déblayer un peu tout ça. C'est difficile de nettoyer dans le noir. Du coup, maintenant, on a allumé la lumière, on peut aller nettoyer un petit peu. C'est très beau ce que la métaphore de noir et de la lumière. Je me rends compte que j'ai pas dit mon âge tout à l'heure. Donc j'ai 30 ans et alors moi, il y a un petit peu plus de chemin que je vis avec. Ça fait depuis, disons, mes 18 ans à peu près que je me le suis dit à moi-même en le disant aux autres. Et alors, c'est intéressant, enfin je trouve c'est super intéressant parce qu'on se rejoint et sur la manière dont fonctionne le déni ou la manière dont notre cerveau il processe ça. C'est que moi je savais que c'était là, mais je savais pas que c'était quelque chose de négatif en fait. J'avais l'impression que c'était tout le monde ou son cousin faisait ça. Et donc c'était pas quelque chose, enfin c'était un jeu, c'était un truc, enfin voilà, le jour où j'en ai pris conscience. Et donc, j'ai plusieurs étapes un peu différentes où ma dissociation est presque arrivée après, entre non, mais c'est pas vrai, enfin voilà, un peu des discussions avec moi-même de ah, mais vraiment, réellement, c'est pas tout le monde, c'est pas comme ça qu'on fait, enfin voilà. Et là, j'en suis à un autre endroit, mais je suis passée aussi par les mêmes endroits, mais c'est rigolo comme. La phase de cacher, presque, ça s'est passé après, quand je me suis dit, mais en fait, c'est pas bien, c'est pas normal, et c'est terrible pour moi. Je voulais juste réagir par rapport à cette question de normalité. Effectivement, quand on a vécu des violences en général depuis l'enfance, et que ce soit des violences sexuelles ou autres, qui proviennent en plus de notre famille, évidemment, on a acquis ça comme la normalité, comme la norme en fait, parce que ça a toujours fait partie de notre vie. Et ça n'a jamais été remis en cause, et c'est pas comme si la société en général le remettait en cause sur un sujet tel que l'inceste qui est
très tabou. Et donc, c'est notre normalité en fait. La violence, c'est notre normalité. Les violences sexuelles sont notre normalité en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent et plus tard potentiellement. Donc c'est ça aussi qu'il faut se rendre compte. C'est que pour nous, enfin si je dis nous, hein, je me permets, mais que notre normalité, notre norme est vraiment biaisée en fait à ce niveau-là. Et donc c'est nous qui devons après, quand il y a tout ce moment de déconstruction, qui devons reconstruire une norme saine. Oui, cette idée de normalité, c'est là où je trouve que le tabou est tellement puissant parce que je me sens quand même très chanceuse de vivre dans le monde dans lequel je vis aujourd'hui où on a la possibilité d'en parler autour de nous, on a la possibilité d'avoir des ressources. Alors évidemment, on peut mieux faire, mais j'ai quand même l'impression, en tout cas en ce qui me concerne, que, comme tu dis, notre niveau de normalité est tellement biaisé que si j'avais pas tout cet autre autour de moi, tout cet accès à ce que est censé être une relation saine avec soi-même, avec les autres, avec son travail, enfin ça touche tout hein, au final quand on est là-dedans. C'est par les autres et par les personnes qui justement ont des relations saines dans tout ce que je viens de citer que je me dis en fait ça c'est pas ok. Très sincèrement, j'ai pas l'information, mais j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui tourne dans ma famille avant moi et que c'est un peu que ma génération est la première à pouvoir vraiment en faire quelque chose là où le silence a tellement gangréné du coup la famille. Enfin moi je viens vraiment d'une famille qui est née dans le silence et qui va mourir dans le silence. J'ai l'impression que ça a gangréné l'histoire pour que ça en arrive jusque là et que c'est ça qui fait du bien, c'est de pouvoir enlever ce tabou et justement plus on en parle, plus on se rend compte que c'est pas ok. Et là on parle de l'inceste, mais je pense que c'est pour beaucoup de choses. Pouvoir en parler et de faire en sorte que ce soit plus des secrets, ça permet de se rendre compte que effectivement ce qu'on est en train de vivre c'est pas du tout ok en fait. Ouais, et je rajouterais aussi quelque chose, c'est moi pendant très longtemps je pensais que j'étais fautive. Avant de comprendre, je pensais que c'était de ma faute sans savoir en fait déceler le mécanisme, comprendre jusqu'où va la domination ou les problèmes, enfin voilà, des choses en fait qui ne m'appartiennent pas. Mais pendant très longtemps, une fois que la chose m'est tombée dessus et que je me suis fait ok, ça ne va pas, c'est ça. Et ben j'ai mis beaucoup de temps à me décarcasser de cette culpabilité presque d'en fait c'est pas de ma faute. C'est un chemin beau, je dirais aujourd'hui, que j'ai fait, mais c'est pas facile. En fait, se déculpabiliser de quelque chose que tu as subi, mais qu'en fait, comme tu sais pas ce que c'est ou comment ça marche, en fait, tu crois que c'est toi et que tu es seul et qu'il n'y a que toi, alors qu'en fait, moi, ça m'a terriblement fait du bien. Alors, c'est un peu égo, je ne sais pas quel est le mot, mais quand je me suis dit, mais je ne suis pas toute seule, en fait, et c'est quelque chose qui est ailleurs, c'est systémique presque. C'est systémique et je suis juste en fait dans le système à un endroit. Enfin voilà, alors bon, c'est presque déshumanisant de dire que c'est systémique, mais c'est en même temps, ça fait du bien, quoi. Je pense que quand tu dis que c'est une violence systémique, c'est tout à fait le cas. Les violences sexuelles et l'inceste en particulier, c'est vraiment au croisement de multiples discriminations et violences, quoi. On est avec les violences patriarcales, l'adultisme et les violences faites aux enfants. Au sexisme, ça touche davantage les petites filles entre guillemets ou les personnes sexisées que les garçons. Ça touche aussi plus les enfants queer, LGBTQIA+, que les non queer. Donc voilà, on est vraiment au croisement de multiples violences, d'où le fait aussi, je pense que c'est systémique et c'est se rendre compte qu'en fait, on vit dans une société et dans un système qui a engrainé aussi ces violences, sans faire perdre la culpabilité aux agresseurs et agresseuses, hein, bien sûr. Enfin, ça part d'une responsabilité sociétale pour moi aussi. Tu peux juste expliquer ce que c'est adultisme ? L'adultisme, c'est une croyance selon laquelle l'enfant ou les enfants sont vraiment ont un statut de propriété envers leurs parents et les adultes en général. De ne pas considérer un enfant en fait, comme un être humain à part entière. Et tant qu'on est dans les définitions, vous avez été plusieurs à mentionner le terme dissociation, aussi en lien avec la mémoire traumatique, mais pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Je sais pas s'il y en a une qui aimerait se lancer et expliquer un petit peu ce que ça peut être la dissociation. Alors, je vais en donner ma définition à moi, du coup, parce que je ne suis pas psychologue. Du coup, dans ma définition à moi, la dissociation, c'est vraiment sortir de son corps pour pas subir les violences qu'il est en train de subir
Et donc ça crée vraiment une scission au niveau du cou. Enfin, en tout cas, moi, je la sens très fort dans ma nuque. Et il y a la tête au-dessus et le corps en dessous, quoi. Et ce qui est très difficile, c'est que ça devient un mécanisme qui est facile d'utilisation une fois que le chemin neuronal a été créé. Donc on parle quand même beaucoup de ça. Ton corps sait que ça, ton esprit sait que ça, c'est une technique qui fonctionne bien. Du coup, allons-y, let's go. C'est free win, on peut le faire tout le temps. Du coup, je dissocie beaucoup à plein de moments qui sont traumatisants. Alors, j'ai pas envie d'amoindrir mes traumas et de me dire qu'ils sont pas... c'est pas forcément quelque chose que les personnes lambda vont trouver traumatisante. Moi, je trouve ça traumatisant et du coup, je quitte mon corps, mais ça peut vraiment être la caissière qui m'a mal parlé, quoi. Et du coup, c'est très violent pour le système nerveux, c'est très violent pour le corps. Personnellement, ça fait partie des premières choses que mes thérapeutes ont essayé de m'inculquer, c'est de revenir dans mon corps et d'y rester comme étant un lieu de sécurité. On n'est pas encore tous d'accord là-dessus à l'intérieur, mais voilà. En tout cas, la dissociation, c'est comme ça que je la vis. Merci Max. Moi, je te rejoins très fort. La mienne se situe là, se situe au niveau du ventre. Non, mais c'est un rapport au corps. C'est la tête et le corps. C'est comme s'il y avait une frontière qu'on pouvait ouvrir ou fermer. Enfin, voilà. Et on doit toujours, je pense, en tout cas moi, encore aujourd'hui, négocier avec cette frontière-là. Voilà, je pense que chez chacune d'entre nous, c'est un endroit différent. Moi, par exemple, je sais que c'est un endroit où... faut toujours un peu faire attention parce que c'est une frontière qui va peut-être se fermer sans que je le sache et c'est inconscient. Donc c'est là où en fait l'inconscient il est bien foutu parce qu'il nous protège pendant un certain moment, mais comme tu l'as si bien dit, en fait c'est un mécanisme qu'on a pour se protéger et donc c'est notre corps qui prend un peu presque de se mettre dans une sorte de coma éveillé. Oui, c'est troublant le fait de pouvoir passer d'un endroit à un autre et en fait le tout c'est d'en prendre conscience. Oui, tout à fait. Moi, quand j'ai eu le trouble dissociatif qui a été diagnostiqué, c'est de pouvoir déjà se dire « Ah, ok, en fait, ça, c'est pas normal, en fait. Le truc que je vis depuis que je suis enfant, enfin, voilà, déjà ça. » Alors, on vit tous et toutes de la dissociation minime, entre guillemets, au quotidien, et ça n'a rien d'anormal. C'est par exemple, vous marchez jusqu'à un endroit et vous vous souvenez plus genre, la dernière minute de comment vous êtes arrivé là. Ça arrive, c'est de la dissociation, c'est à ce point-là, entre guillemets, c'est pas grave. Là, on parle de dissociation, par exemple, ça peut arriver, moi quand je me regarde dans un miroir et je me reconnais pas. Je ne sais pas qui est la personne dans ce miroir. De nouveau, ce n'est pas normal, mais c'est ma normalité, en fait. Et de pouvoir ressouder avec soi, comme on dit, ressouder justement avec son corps, et en même temps se rendre compte que vivre ça, c'est pas ok, c'est pas normal, et pouvoir se ramener à soi. Moi, je me souviens, j'avais une thérapeute qui m'avait donné plein d'exercices pratico-pratiques vraiment pour revenir à soi, revenir à son corps quand je me sentais partir, parce que c'est pas quelque chose qu'on choisit, ce serait sympa sinon. Mais malheureusement, on choisit pas quand on part. Ce qui est très compliqué, c'est que avant d'être diagnostiqué, et même quand on est diagnostiqué, on sait pas toujours savoir quand on part. Je pense que c'est au bout d'un certain de pratique et d'entraînement, au bout de certaines fois où on l'a vécu, on peut se le dire, mais sinon avant c'est quand même très compliqué, je trouve, de pouvoir se dire en fait là je suis partie et en fait ça fait 3 heures que je suis plus vraiment là en fait, et ça c'est très compliqué, et même pour les proches, etc. Enfin, je trouve que ça fait partie aussi d'un truc de la communication avec les proches. Pour moi, ça a été quelque chose que j'ai eu besoin de communiquer avec mes proches, avec mes amis, en me disant je fais de la dissociation à un certain moment, je sais pas toujours dire quand, et c'est même très dur quand on est en état de dissociation de pouvoir dire qu'on est en état de dissociation. Moi, j'avais aussi un problème, c'est que quand j'étais en dissociation, j'étais vraiment... Enfin, je parlais quasi plus et tout ça. Bon, c'est peut-être facilement repérable vu que je cause beaucoup en vrai, mais sinon c'est vrai que ça peut être compliqué, quoi. Et donc pouvoir se dire, en fait, si là la personne elle parle pas trop et qu'elle a l'air un peu absente et qu'elle regarde dans le vide depuis 10 minutes ou 1 heure, en fait c'est parce qu'elle est en dissociation. Et donc les tips et les outils que moi ma thérapeute m'avait partagé, je les partageais aussi avec mes amis proches de l'époque. Je leur donnais l'utilisation de, entre guillemets, les utiliser sur moi. On est toujours conscient en dissociation, mais c'est juste un état de conscience qui est différent. L'image que j'aime bien donner pour l'exprimer à mes proches, c'est comme si on imagine que là, dans notre regard, quand on regarde autour de nous, c'est un écran dans lequel on est dans la télé, et c'est comme si d'un seul coup je partais à l'intérieur de moi et que mes yeux devenaient des télés, mais réellement quoi. Donc je suis dans une pièce toute noire avec une petite télé et je regarde la télé, et donc j'ai cette conscience, je vois très bien ce qui est en train de se passer,
Mais moi, Maxine n'est plus là. Donc c'est quelqu'un d'autre qui prend le board. Les automatismes, les sous-personnalités, on a tous des sous-personnalités. Quand on est sain, même quand on est malade, on a tous des sous-personnalités. Elles ont juste des fonctions différentes et elles vont venir de façon plus prédominante en fonction des personnes. Moi, je sais que ces sous-personnalités qui m'ont permis de me protéger, aujourd'hui, je les reconnais vachement bien et tout. Je voulais rebondir sur ce que tu disais dans la communication avec les proches. J'ai ressenti énormément le besoin d'en parler autour de moi, même sans raconter mon histoire, mais juste pour raconter cette partie, donc la dissociation, pour justement avoir autour de moi des personnes très safe qui peuvent me faire revenir et qui vont se rendre compte que c'est quelqu'un d'autre qui a pris le lead et que Maxine n'est plus vraiment là. On est de nouveau en mode automatique, le robot est de retour et donc qui arrivent à me faire revenir ou en tout cas qui sont pas étonnés ou qui prennent pas en compte ce que je pourrais faire dans ce genre de moment et qui vont juste être là dans l'accueil et ça c'est super important pour moi. Mais merci pour ces partages et ces définitions. Vous avez toutes les trois beaucoup parlé du silence qui entourait l'inceste. Est-ce que avant de le réaliser ou au moment de le réaliser ou de s'en rappeler, est-ce que c'était des sujets dont vous aviez déjà entendu parler autour de vous, à l'école, de la part de vos proches? Est-ce que vous aviez déjà entendu parler du mot inceste ou de cette réalité-là? Je vais parler pour moi, ma réalité et mon vécu. Pour moi, c'est un mot qui est très nouveau. Je pense que c'est un mot que j'entends depuis 4-5 ans. Mais avant, je ne savais pas que déjà ce mot, le nommer, existait. J'ai grandi avec mes grands-parents et après avec mes parents, j'ai changé de pays. Donc il y a aussi ce truc d'immigration et tout. C'est pas que c'est un sujet, c'est un non-sujet puisque ça n'existe pas. C'est là, mais on ne peut pas nommer quelque chose qui n'existe pas. Et je tiens à dire aussi que cette trajectoire dont on a parlé, en tout cas pour ma part, est souvent au début un voyage très solitaire. Alors après, on commence à avoir un peu de l'accompagnement, que ça soit psychothérapeute, enfin voilà, mais que c'est un chemin dans le début seul, en tout cas pour ma part, avant de pouvoir se confronter à quelque chose, parce que moi personnellement, j'ai essayé de comprendre ce qui m'arrivait. Quand j'ai commencé, mais ça a mis quelques années à commencer à chercher c'était quoi un abus, déjà je ne savais pas c'était quoi, enfin voilà, tout ça. J'ai commencé à mettre des mots dessus, mais qui étaient très loin de moi, quoi. Ben pour moi, le mot, même enfant, je pense que c'était un mot que j'entendais souvent, tout simplement parce que on vit dans une société, alors on garde des thématiques et des sujets qui sont extrêmement tabous, mais on adore en faire des blagues, entre autres sur l'inceste, hein, les bonnes blagues de beauf, ou sur la pédocriminalité en général. C'est des blagues qu'on adore faire, mais que notre société adore faire. Voilà, je pense pour toujours maintenir la domination là où elle est. Mais c'est vrai que derrière ce mot, il y avait un peu rien, quoi, à part des blagues de beauf, je veux dire, c'est très mal placé, mais je veux dire, parce qu'on ne parlait pas de quoi que ce soit. Alors à la maison, j'ai un peu envie de rire, mais du coup les violences se passaient à la maison, donc évidemment on ne faisait pas trop un tuto sur quelles étaient les violences, mais à l'école, non, jamais rien. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a vachement étonnée des années après. Bon, j'ai 29 ans, donc j'ose espérer que le système dans l'enseignement a un petit peu changé, mais c'est vrai que je n'ai jamais eu aucune prévention par rapport à ça. Que ce soit les enseignants, que ce soit à n'importe quel niveau. Les VRAS, bon déjà à l'époque c'était un peu compliqué, j'étais en école catholique, donc encore plus compliqué. Mais c'est vrai que c'est pas du tout les questions qu'on posait. Et alors, si les thématiques de violence sexuelle étaient abordées, c'était toujours par quelqu'un d'extérieur à la maison. Le violeur ou violeuse, l'agresseur, l'agresseuse, c'est ce grand méchant qui va venir en imperméable à la fin des cours avec des lunettes creepy et qui va te proposer des bonbons ou des petits chatons pour monter dans sa camionnette. Alors qu'en fait, le grand méchant ou la grande méchante, ça peut être ton père, ta mère, ton frère, ton cousin. Et ça, c'est quelque chose autour duquel on communique pas. Enfin maintenant je trouve ça, je rigole un peu quoi, mais avec un peu d'ironie de me dire voilà, ma mère qui me dit fais attention, voilà, si jamais un homme t'aborde dans la rue et qui te propose d'aller voir des petits chats ou des petits chiens, tu dis non, hein. Ça, c'était déjà ma faiblesse à l'époque, mais je veux dire le grand méchant dormait avec nous.
Et donc c'est ça en fait, comment communiquer là-dessus, quoi, même au sein des familles. Enfin, pour moi, la prévention commencerait par ça aussi, c'est de pouvoir communiquer à l'école et dans les institutions en général où sont présents les enfants, mais aussi en famille, quoi, tout simplement. Oui, comme je disais, moi j'ai une famille qui grandit vraiment dans le silence et l'inceste n'est pas la seule chose qui m'est arrivée. Donc du coup, la première fois que j'ai été voir un thérapeute, j'avais 4 ans. Donc il y a une vraie incompréhension pour moi aujourd'hui en tant qu'adulte de me dire qu'il y avait quand même déjà des adultes qui étaient derrière moi pour se dire « Oula, elle est bizarre celle-là, il faudrait peut-être qu'on aille regarder » et qu'ils n'aient pas vu. Et qu'ils aient rien dit et qu'ils aient pas compris. Je pense que j'ai encore pas mal de ressentiments envers ce système qui ferme les yeux. Et en fait, c'est une sorte de déni collectif. Donc oui, c'est facile maintenant qu'on sait de dire « Ah, mais c'est évident ». Mais le déni est tellement collectif. Moi, je j'ai pas de souvenir du coup jusque mes 18 ans. Ma mémoire est très 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 floue. Donc je pense que de toute façon, on serait venu m'en parler. Ça serait rentré d'une oreille, ça serait sorti de l'autre, comme ma psy me disait. Ma psy, ça fait 7 ans que je la vois. J'ai appris du coup via mon cousin il y a 3 ans, 3-4 ans, et elle m'en parlait du coup déjà 3 ans avant, quoi. Comme je disais, c'est des œufs contre un mur, il n'y a rien qui rentrait. Donc ton cerveau est quand même très très bien fait à ce niveau-là. C'est pas une possibilité, ça n'est pas une idée. Enfin, c'est vraiment c'est une réalité qui n'est pas tienne et vraiment, je pense que ça ne peut pas me traverser l'esprit, parce que si ça me traverse l'esprit à 15 ans, mon monde s'effondre. Et quand je vois comment mon monde s'est effondré à 25 ans, je suis tellement dans la gratitude que j'ai attendu 25 ans pour que ça s'effondre. Parce que à 15 ans, je ne serais plus ici aujourd'hui. Donc je pense que c'est ça aussi. C'est le déni général et puis le déni choisi malgré nous par l'inconscient, qui sait très bien ce qu'il fait et qui sait très bien que, ma chérie, c'est pas le moment de se souvenir de ça, de prendre conscience de ça et de réaliser tout ça. Et dans ma famille, tout ce qui est problème interfamilial, intrafamilial, tout ce qui est santé mentale, etc., tout ça, c'est des tabous. Donc la sexualité est un tabou. On est tous nés dans des choux. Moi, je suis d'une famille quand même plutôt bourgeoise. Et donc, du coup, il y a des choses dont on parle, il y a des choses dont on ne parle pas. Ma mère revient vers moi avec des bribes de souvenirs parfois où je supportais pas qu'elle ait un homme à la maison. Elle était femme célibataire avec un enfant. Je supportais pas qu'elle ait des hommes à la maison. Je pleurais, je hurlais, je tapais sur sa porte en disant « Ils vont te faire du mal, ils vont te faire du mal ». Mes parents ayant divorcé et mon père étant un grand méchant monstre, c'était le divorce, le problème. C'était le divorce, tout ça était arrivé au même moment que le divorce. L'inceste a commencé à ce moment-là aussi. J'avais 3 ans, donc eux, ils se sont dit que c'était le divorce. Donc quoi qu'il arrive, tout ce que je pouvais traverser de bizarre en tant que petite fille, c'était de la faute de mon papa, c'était de la faute du divorce, et c'était une réponse qui arrangeait tout le monde. C'est pour ça, je pense que si mon cousin n'était pas venu avec l'information lui-même, je pense pas que je m'en serais rendu compte aussi, à ce moment-là non plus. Donc. Vous en avez déjà un petit peu parlé, des proches qui avaient autour de vous. Comment est-ce que ça s'est passé la première fois ou les premières fois où vous avez voulu du coup quitter ce processus solitaire de la réalisation de la prise de conscience de l'inceste vécu et commencer à vouloir en parler autour de vous? Qu'est-ce que ça a poussé à le faire et comment est-ce que vous avez été reçu là-dedans? Ça a mis des années et j'ai eu plein d'étapes différentes. Et c'était vraiment un chemin qu'aujourd'hui je trouve joli. Mais d'abord, j'en ai parlé à mes amis très proches. Et puis j'ai mis des années, j'ai mis 4 ans à aller voir une psychologue parce que j'étais victime d'un autre abus qui était par un professeur et qu'en fait je surréagissais. En fait c'est ça aussi qui m'a ouvert vraiment la porte de ok là maintenant il faut que j'avance sur le sujet. Parce que j'en ai parlé, 4 ans se sont passés et là je suis victime d'un professeur qui est en fait pervers narcissique et je me transforme en quelque chose qui n'est pas moi. Je fais de l'anxiété, de l'angoisse, enfin voilà. Et là je vais voir une psychologue et à ce moment-là je mets des mots dessus officiels. Jusqu'à présent je disais il s'est passé ça, j'ai été abusée et puis là ça a commencé à dire ok là je vois une psychologue. Et donc, du coup, il faut 3-4 séances pour qu'ils me disent « Mais en fait, il s'est passé ça et on peut mettre ce mot là-dessus. » Ensuite, il a fallu tout le temps de process. J'en ai parlé en premier à mon père, qui a un peu jeté la chose un peu dans la famille. Donc, ça a créé un peu des disputes. Je ne sais pas pourquoi j'en ai parlé à mon père, mais je pense que c'était
la personne avec qui j'avais besoin d'en parler. Il y a les murs qui ont commencé à tomber. Et puis après, ça m'a fait tellement du bien, donc j'ai plus rien fait. Et puis un jour, on est venu me poser la question et j'ai répondu oui, c'est vrai. Et là, c'était le feu d'artifice du soulagement de OK, là c'est bon, tout le monde est au courant. Mais ça s'est fait vraiment par étapes, comme s'il fallait que ça prenne un temps pour que je puisse en fait, moi, l'accepter. En tout cas en première, et puis après de le donner aux autres. Et puis aujourd'hui, je suis à l'endroit où je m'en fous de ce que les autres en font, parce que le plus important, c'est que je me suis choisie moi. À ce moment-là, ça comptait beaucoup pour moi, la manière dont les gens réagissaient. J'ai mis encore quelques années pour faire le choix de ne pas en parler à l'abuseur, le dire à moi, le dire à la psychologue, mettre des mots dessus, ensuite dire à la famille, enfin voilà. Et puis je me suis posé la question, mais qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je vais plus loin ou pas ? Est-ce que je lui en parle ? Mais si je lui parle de quoi ? Et donc, j'ai un jour décidé, non, j'ai pas envie d'aller aussi loin que ça. J'ai envie de faire autre chose, mais pas ça. C'était en tout cas mon choix et qui me va jusqu'au jour d'aujourd'hui et qui m'a fait avancer. Et comment est-ce que ces personnes à qui tu en as parlé ont réagi ? Alors, c'est rigolo parce que je me souviens beaucoup plus de mes réactions à moi. J'ai jamais rencontré de problématiques, en tout cas de personnes qui ne me croyaient pas. Donc du coup, ça ne m'a pas marqué. C'était plutôt moi qui portais systématiquement une culpabilité, donc qui arrivait avec une sorte de honte. Je crois que c'est important de mettre le mot honte dessus, c'est que je suis un peu sale, il s'est passé ça, j'ai pas réussi à me protéger. Enfin voilà, moi j'ai dû vraiment à chaque fois enlever des petites couches de moi en le disant aux gens. Ça s'est très bien passé en fait à chaque fois et c'est quelque chose que j'ai envie de dire aux gens, c'est n'hésitez pas à en parler, en tout cas dans les gens, dans le regard dans lequel vous avez confiance. Il y a une seule personne à qui je n'ai pas réussi à en parler frontalement, c'est ma maman. J'ai fait la paix aussi avec ça et je sais qu'elle le sait. J'ai pas envie d'en parler parce que la culpabilité est tellement grande. Il y a aussi cette notion de protection chez l'enfant abusé, chez l'enfant qui subit l'inceste, de protéger les autres. Moi, j'ai eu très fort ça pendant toute mon enfance parce qu'avant de me rendre compte que c'était pas très bien ce qui se passait, c'est que mon bourreau, en fait, je le presque protégeais, quoi. Alors qu'il faisait d'autres choses qui étaient tout aussi dégueulasses. Enfin, voilà, parce qu'il n'y avait pas que l'abus et la sexualité, il y avait aussi le comportement. Enfin, il y a tout qui va un peu de pair. Donc voilà, c'est la seule personne à qui je n'en ai pas parlé, c'est ma maman, parce que je ne voulais pas qu'elle ait le poids de ça dessus. Et je crois que ça me va très bien, parce que je sais qu'elle sait que je sais qu'elle sait. Voilà. Alors moi, j'ai un vécu qui est, par rapport au fait d'en parler aux autres, qui est vraiment très différent du tien, je pense. C'est-à-dire que du coup, moi, quand j'ai eu les révélations, donc j'en avais jamais parlé à quelqu'un ou qu'une d'autre, à une amie qui m'a dit, ok, on va te prendre un rendez-vous chez une psychologue. Et puis quand il y a eu la révélation, moi j'en ai d'abord parlé avec des amis parce que je me suis dit si je reste toute seule avec ça, c'est trop lourd. En fait, j'avais littéralement la sensation que si je restais toute seule avec ça, j'allais mourir. Et donc j'étais là en mode il faut que quelqu'un porte entre guillemets toute cette douleur que je suis en train de... C'est une douleur innommable. Il faut que quelqu'un m'aide à porter ce poids, quoi. Je peux pas être tout seul là-dedans. Donc moi, je savais déjà qui était mon agresseur. Voilà. Je suis aussi cuir. Je le dis pourquoi, parce que ça a un sens ici. Quand j'en parle à des proches ou à des personnes à qui je choisis d'en parler, de l'inceste du coup, et du fait d'être survivante d'inceste, je trouve que c'est un peu comme un second coming out à chaque fois. C'est-à-dire que c'est peut-être pas le mot exact, hein, mais vous allez me comprendre, parce que je choisis les personnes auxquelles j'en parle. Je réfléchis bien avant, ok, quelle pourrait être la potentielle réaction, à quel point ça pourrait être dangereux ou pas pour moi d'en parler. Enfin voilà, c'est pour ça que ça me fait penser à chaque fois un peu au coming out. Et aussi parce que j'ai pas eu des réactions qui étaient toujours géniales, malheureusement. J'ai une de mes meilleures amies de l'époque, lorsque je lui en ai fait part, qui m'a dit mais tu sais, c'est des accusations graves que tu fais là. Ben oui, on n'est plus amis du coup maintenant. Et moi, quelques mois après les révélations, c'est vrai que je suis tombée dans une dépression. Et donc, ma mère, à un moment, m'a dit « Mais qu'est-ce que t'as ? T'es trop bizarre depuis des mois. » Et en fait, quand je lui ai fait ma révélation officielle à 25 ans, elle a directement remis en doute.
Elle m'a demandé de rendre des comptes. Je mentais, etc. C'était moi, petite fille, qui avait exagéré des trucs, qui avait menti des trucs, etc. Elle m'a dit direct, tu vas pas porter plainte, on va pas t'aider pour ça, etc. Et donc c'est vrai que ça n'a pas été reçu de la même manière pour moi à ce moment-là. En fait, les personnes qui n'ont pas pu me suivre là-dedans, dans la vérité et l'entièreté de ma personne, parce que je suis pas juste une ancienne victime d'inceste, je suis survivante d'inceste, ça fait partie de moi. Mais les personnes qui ont suivi me suivre avec ça, avec le fait que je suis queer et que je suis aussi plein d'autres choses, parce que je suis plein d'autres choses et pas juste ça, tant mieux en fait. Et c'est mes amis, et c'est mes proches, et c'est ma famille choisie, et ces personnes font partie de ma famille maintenant. On parlait du déni tout à l'heure en tant qu'enfant et adulte même abusé ou anciennement abusé. Je pense qu'il y a le déni aussi des proches. Moi, j'ai appris beaucoup plus tard, il y a un peu plus d'1 an, qu'en fait, j'en avais à l'époque parlé à ma mère. Donc, elle savait tout à fait. Et elle en a parlé à 2 de ses meilleures amies à l'époque. Et donc, ça a été comme un autre souvenir ou cauchemar où je me suis dit, j'ai rêvé que j'en ai parlé à quelqu'un, mais comme il s'est rien passé, je ne l'ai jamais dit. Et en fait, on m'a avoué qu'en fait, si j'en avais bien parlé et qu'en plus, il y avait d'autres personnes qui étaient au courant, des personnes qui étaient en plus quand même très proches de la famille. Et donc, je veux dire que le déni, ce que tu disais tout à l'heure, Max, mais que c'est un déni qu'on s'impose, mais je trouve que c'est dur d'être dur avec nous-mêmes, si je peux me permettre de se dire qu'on se l'impose, mais en fait, c'est les autres qui nous ont imposé, quoi. Là, je veux dire, on a une enfant de 10-12 ans qui dit qu'elle subit des violences sexuelles, entre autres, de la part d'un de ses parents, l'autre parent qui en fait part à des amis, etc. Et qu'il n'y a rien, quoi. Enfin, on est tous sur des adultes, tout le monde a bien sa vie en main, etc. Et pourrait agir pour faire quelque chose, pour protéger cet enfant, et il n'y a rien qui est fait. Donc je pense que voilà, il y a quand même, c'est un déni qui est partagé, quoi. Je veux dire, au niveau familial, au niveau enfin, c'est vraiment, c'est plus gros que nous, malheureusement. En fait, mon message, c'est parlez-en, et ça fait un bien fou d'être ici, mais choisissez peut-être les personnes auxquelles vous en parlez au début. Vous êtes obligé de le dire à personne. Moi, je pense qu'on m'a un petit peu forcé aussi parfois à en parler. Ne vous forcez pas. Personne n'a le droit de vous forcer. C'est votre vie, c'est votre vécu. Donc, choisissez vraiment le moment et les personnes avec qui vous voulez en parler. Avant de répondre à ta question, je vais juste rebondir sur ce que tu disais, et ça va aussi faire le lien avec ce que tu as pu dire, Diana, au début du podcast, sur ce sentiment de culpabilité. Effectivement, je suis encore en plein process et c'est encore très très compliqué, alors qu'on est tous autour de cette table très conscients qu'une enfant de 3 ans n'a pas ce genre de responsabilité à avoir. C'est ancré en nous, et en tout cas en moi. Je suis contente que tu le relèves, parce que ça me rappelle qu'encore une fois, je suis dans ce travail et que j'ai encore beaucoup de mal à ne pas me considérer comme étant la coupable dans cette histoire. Pour répondre à ta question, Clara, sur la communication avec les proches, j'ai un peu les 2 histoires en même temps que Amande et Diana. À la fois, ça m'était, comme a dit Amande, absolument impossible de porter ça toute seule. Il fallait que j'en communique très très vite. J'étais toute seule chez moi, ça s'est fait par message. Quand les messages commencent à arriver et que je comprends ce qui est en train de se passer, la mémoire se réveille d'un seul coup. Du coup, j'ai le corps qui tremble, j'ai des souvenirs qui me reviennent, je suis terrifiée, je suis toute seule chez moi et je sais pas quoi faire, il est tard. Et à ce moment-là, la seule personne qui me vient en tête, c'est mon ex, qui n'était pas forcément la meilleure idée, mais voilà, c'est une petite fille complètement traumatisée et terrorifiée qui est toute seule chez elle, elle sait pas qui appeler, elle appelle le seul homme de sa vie en qui elle a confiance à ce moment-là. Et c'est mon ex. Et du coup, il est venu à 4h du matin après un service et il m'a tenu dans les bras toute la nuit. Je lui ai dit tout de suite. C'est marrant, je lui ai raconté l'histoire comme si c'était pas la mienne. Et puis à la fin, je lui ai dit, du coup, c'est moi. Et il a complètement pété un câble, et en même temps, il a pu être là pour moi cette nuit-là, donc à me contenir. Je pense que c'est quelque chose qui est très important dans le traumatisme, quand ça sort et qu'il y a de l'émotion qui doit sortir comme ça énormément. Avoir des personnes ressources qui peuvent vous contenir pour que vous puissiez exprimer ces émotions-là de façon complète et aller vraiment au bout de ça, sans jugement, sans intervention de l'autre. Vraiment juste, je suis là et fais ton truc, je reste. Il n'est pas resté. Du coup, ça a été 2 fois plus violent le lendemain matin quand il s'est levé. Il est sorti du lit et il a dit « Bon, maintenant, t'arrêtes de chialer et on fait quelque chose, quoi. »
Et c'était très intéressant. Ça m'a vraiment fait comprendre qu'en fait, c'était mon histoire. Et même si c'était mon histoire, on allait quand même encore essayer de me la voler. Et donc lui s'est chargé d'un seul coup d'une mission de me sauver de ce qui s'était passé et de me venger. Alors que moi, j'avais pas envie de me venger, j'avais pas du tout envie de parler de ça. J'étais dans ma tristesse et mon désespoir à ce moment-là. J'avais juste envie d'aller nager dans ma noirceur. J'avais pas du tout besoin de me mettre dans l'action à ce moment-là, et certainement pas dans l'action de me venger. En plus, c'est difficile, c'est un proche, c'est pas non plus le mec en impair devant l'école avec ses chatons et ses sucettes. Donc c'est quelqu'un avec qui on a grandi, c'est quelqu'un en qui on avait confiance, c'est quelqu'un qui fait partie de tout un système familial qui s'effondre. J'avais pas envie de me venger à ce moment-là, et du coup, lui, je lui ai dit je refuse que mon histoire soit la source de ta colère. Ta colère, elle vient de toi, et tu la gères toi-même. Mais commence pas à prendre mon histoire comme une excuse pour aller taper sur des gens, parce que ça va vite m'énerver. Et du coup, voilà, ça s'est fini là-dessus et on s'est plus revus après. Donc moi, ça a été doublement violent à ce moment-là, parce que ma personne ressource était plus là. En fait, je pense qu'il n'y a pas de bonne réaction. Il y a des mauvaises réactions, ça c'est clair. L'ex en question, mauvaise réaction. Après, au niveau des amis proches, j'ai vraiment énormément de compassion pour eux aussi, qui savent pas, qui comprennent pas, qui savent. Enfin, c'est normal de pas. Je pense que c'est ça qui est très douloureux pour les personnes qui vivent un moment comme ça, c'est que on peut en parler autant qu'on veut autour de nous. Si on n'en parle pas avec des personnes qui ont vécu la même chose, on reste quand même très seul. Dans les réactions, on sent bien que les personnes, c'est le regard des gens qui change. Et moi, à l'inverse, je choisis pas vraiment les personnes à qui j'en parle, parce que ça sort un peu tout seul malgré moi. Vu que je veux pas en faire un tabou, j'essaie juste de pas forcément en parler à table quand on est 20 en train de refaire le monde. Je vais peut-être pas parler de ça tout de suite, mais en one-to-one avec des parfaits inconnus, j'arrive à en parler. Et justement, c'est assez étrange, mais j'ai quand même pas mal de personnes à qui j'en parlais, qui du coup, ça a créé des prises de conscience de leur côté. Alors même si c'est pas forcément de l'inceste, mais juste déjà des traumas dans l'enfance. Et donc ça ouvre des portes de discussion qui sont très intéressantes, je trouve, quand tu en communiques comme ça avec parfois des parfaits inconnus. Vraiment, j'en ai parlé quand même pas mal autour de moi. Ouais, c'est quelque chose qui je veux pas cacher. Ça fait trop partie de mon quotidien, surtout en ce moment, comme c'est quelque chose que je travaille. Et donc au contraire, je portais le deuil, je pleurais dans un bus et j'étais là, mais si ça vous met mal à l'aise et ça vous dérange, très sincèrement, ça glisse sur le dos de mon indifférence à une vitesse, vous n'avez même pas idée, quoi. À ce moment-là, il y a tellement d'émotions qui te traversent dans tous les sens que le regard des autres m'importait très 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 peu. Et c'est là où je trouvais ça intéressant, c'est que ça m'est même pas venu à l'idée qu'on ne me croit pas. Ça m'a pas traversé. Déjà, je devais faire le processus moi-même de me croire. Mais par contre, on a des regards un peu... étant donné que moi, c'est mon cousin, il y a un peu ce truc de... oh, c'est pas le vilain oncle tout plein d'alcool qui est venu toucher la petite fille de 3 ans. Non, c'était un enfant aussi, beaucoup plus âgé, mais ça reste quand même dans le royaume de l'enfant. Et du coup, on a quand même le regard des gens qui changent de oh, « je suis désolée, oh, c'est pas si grave ». Ça, c'était un peu dur. Ça, j'avoue que j'ai eu un peu du mal quand déjà, c'est difficile de soi-même accepter à quel point c'est compliqué. Alors en plus, accepter que c'est compliqué quand la personne en face te fait ressentir que ça ne l'est pas tellement. Donc ça, c'était intéressant. Et sinon, au niveau de la famille, moi, j'ai coupé complètement le lien avec toutes les personnes de ma famille de ce côté-là. Du jour au lendemain, il y a vraiment... la guillotine est tombée et on leur a coupé tous la tête avec le plus grand des plaisirs. Et vraiment, je dis ça avec un grand sourire parce que ça a été un soulagement énorme. Je n'aime pas ces gens. Et ça a été un soulagement extrême pour moi de pouvoir d'avoir une bonne raison de ne pas les aimer. Et d'avoir le droit, en fait, de pas les aimer. C'est bizarre quand on voit tout le monde avec sa famille qui oh, mais moi, je vais voir ma grand-mère tous les dimanches, pardon. Moi, là, ma grand-mère, elle reçoit même pas une lettre à Noël, quoi. Je n'aime pas cette personne. Et c'est bizarre de se dire ça quand t'as 15 ans et que tu comprends pas pourquoi, en fait. Et donc, tu fais semblant et tu vas à Noël faire acte de présence alors que t'as pas de lien avec ces gens-là. Tu leur fais pas confiance. La petite fille à l'intérieur de toi, elle sait que tu peux pas leur faire confiance. Et ma mère... Elle, c'est la seule de ce côté-là de la famille à qui je parle. Elle a eu une réaction, ma maman, quoi. Je la connais par cœur. On a vécu toute nos vies ensemble, donc c'était, comme tu dis, la culpabilité en face. On a envie de protéger le parent, on a envie de protéger, alors que c'est à nous d'être protégés à ce moment-là. Et ça a été très violent de me rendre compte que cette énergie-là était encore bien présente. Et que c'est moi qui devais la rassurer et c'est moi qui devais lui dire que c'était pas grave et que j'allais m'en remettre. Alors qu'à ce moment-là, j'avais pas envie de dire ce genre de choses-là. Mais ouais, j'ai dû être là pour elle
et c'est très vite repassé à la case tabou. Enfin, le déni est quand même encore un peu présent, quoi. Voilà. Je voulais juste rebondir sur un point, Maxime, que je trouve important et que tu as très bien dit. On ne doit rien à personne, même qu'il y a du sang, que c'est de la famille ou whatever. Coupons les liens avec les personnes qui ne font pas du bien, en fait, tout simplement. Enfin, surtout, si c'est ce avec quoi vous vous sentez le plus à l'aise, quoi. Vous ne devez rien à personne, même si certaines personnes de votre famille vont toujours vous faire croire que si vous leur devez quelque chose parce que c'est votre mère, parce que c'est votre frère, parce que ça n'enlève pas le poids que c'est dur, en fait, de ne pas avoir de parents. Pas parce qu'ils sont décédés, ils sont bien vivants, mais parce que j'ai dû faire ce choix-là, en fait. Et il faut toujours se mettre à la place de cet enfant. Alors bien sûr, je suis adulte, mais je reste l'enfant de quelqu'un. C'est pas le premier choix qu'un enfant fait que de couper les contacts avec ses parents et sa famille. C'est dans le dernier choix qu'on fait, en fait. Mais c'est parce qu'on n'a plus d'autres choix. C'est une question de survie, à un moment. Remettez les parents en question. Et on parlait du coup des réactions. Max, tu disais il n'y a pas de bonne réaction en soi, il peut surtout y en avoir des mauvaises. Et Amande, toi, tu parlais du fait que tu avais peur. Tu avais peur d'un danger, que potentiellement parler à quelqu'un, ça pouvait être dangereux. Comment est-ce que tu pourrais décrire ce que tu entends par danger? Et puis, comment est-ce que vous pourriez définir une réaction qui est bonne? Je dirais pas spécialement idéale dans ce cas-ci, mais de quoi est-ce que vous auriez eu besoin? Depuis tout à l'heure, ça me tourne en tête et ça répond à la question et ça ne répond pas à la question. Moi, il y a un jour une phrase clé, quelque chose qui est venu comme ça, comme s'il y avait un coffre-fort autour de moi, autour de ça, et il y a quelqu'un qui est venu ouvrir cette porte-là. Et c'est peut-être la phrase que j'aurais aimé entendre, une phrase de Virginie Despentes. Si je me souviens bien, mais là, ce n'est pas en tête, c'est dans un de ses manifestes, où elle parle d'abus. Ce qui m'a marqué et qui me reste et qui, moi, est devenu un peu mon credo, c'est « je ne suis pas victime ». Et c'est quelque chose qui, moi, dans mon histoire de vie, est venu un peu comme une réponse que j'aurais attendue pendant ces 10 années. C'est que, en fait, je me suis fait un jour écraser par un bus et j'ai des cicatrices et j'ai une cicatrice et qui fait partie de moi. J'ai un jour été violentée. Et juste aujourd'hui, ça fait partie de mon histoire, mais je ne suis pas victime. Et je crois que c'est la réponse que j'aurais aimé entendre. Ce n'est pas toi, en fait. C'est pas toi. Voilà. Je vais peut-être d'abord répondre à la première partie de la question. Donc, pourquoi je disais que ça pouvait être dangereux, entre guillemets, d'en parler. Ça peut pas être dangereux. Non. C'est les réactions, en fait, qui peuvent être dangereuses. Moi, j'ai eu plusieurs réactions qui étaient en tout cas mauvaises, dans le sens qu'elles ont été très dangereuses pour moi. C'était vraiment de la remise en cause de ce que j'ai vécu, mais aussi du coup ma souffrance et ce que moi je ressens, quoi. Et donc on est déjà, donc nous-mêmes et toute la société nous a imposé un déni pendant 10 à 20 ans, voire plus. On arrive enfin petit à petit à sortir de ce déni et on a des gens qui nous remettent directement dedans. Il y a une responsabilité individuelle, mais de nouveau, je pense qu'on est dans quelque chose de systémique. Donc on est vraiment dans une responsabilité sociétale, on est dans un tabou sociétal. Donc une personne qui essaye de sortir et dire « oui, mais moi, en fait, ça m'a... » rentre bien là-dedans, toi, tu vas pas en parler, parce qu'en fait, ça pourrait réveiller des trucs chez le voisin ou chez moi. C'est pour ça que je dis que ça pourrait être dangereux. En fait, c'est dangereux pour toi-même, quoi. Si toi, tu as vécu des choses et que les gens sont pas prêts, en fait, tout simplement, à accueillir et à t'accueillir, toi, en tant que personne et en tant que survivant ou survivante, mais c'est dans ce sens-là que ça peut être dangereux. J'ai beaucoup d'émotions là maintenant parce que c'est quelque chose qui m'a énormément blessée, quoi. Je veux dire... voilà, moi c'était une de mes meilleures amies, c'était ma mère, etc., qui était au courant et qui ont remis en cause totalement non seulement les violences, mais aussi ce que je ressentais, alors que moi j'étais dans un trou noir de désespoir et que j'avais l'impression que mon corps allait mourir de tellement de douleur. Et on te dit oui, mais bon, t'exagères un peu. En fait, je veux dire, non, en fait. Du coup, voilà, c'est dans ce sens-là que je trouve que ça peut être dangereux. Et sinon, je voulais juste revenir sur 2 points du livre que je vous parlais au début de Valentine Lenoir.
abusé après, qui à la fin de son livre a fait 2 petits points sur, en tant que proche d'une victime, quel est votre rôle. Elle est très longue, mais je vais juste vous dire les 2 premiers points que je trouve assez intéressants. C'est vous n'êtes pas responsable de cette personne. Donc votre proche peut choisir d'avancer ou non, mais vous ne pourrez pas marcher à sa place. Reconnaissez cela et ôtez vos épaules de cette responsabilité qui n'est pas la vôtre. Ça me fait penser à ton témoignage, Max, tout à l'heure aussi, le fait que ton ex qui direct, qui s'est entaillé de l'image du chevalier blanc qui allait te défendre et te venger, non, et ça peut prendre plein de formes, hein. Là on est dans le cliché un peu patriarcal, mais je veux dire, ça peut prendre plein de formes et des gens qui vont prendre cette responsabilité qui n'est pas la leur. Enfin, même si ce sera un peu difficile, c'est de pouvoir considérer ce ou cette proche dès le départ comme une ex-victime. Parce que cette personne n'arrivera pas à se voir telle qu'elle au début. Mais en faisant ce premier pas en fait, pour votre proche, vous lui ouvrez justement la voie vers une autre possibilité pour elle. D'un côté, on a fait comprendre à la personne en face de vous qu'elle est victime et elle aura du mal à y croire au début. Et puis de l'autre côté, Je ne suis pas victime de Virginie Despentes. Et je trouve que ça donne une très belle idée du spectre dans lequel on se trouve dans des moments comme ça. Parce qu'il y a un jour où on a besoin d'avoir quelqu'un en face qui nous dit tu es victime et ce qui t'est arrivé c'est grave. Et puis d'un autre côté, on a besoin le lendemain de quelqu'un qui nous dit allez, on fait autre chose, quoi. Comme je disais, il n'y a pas forcément de bonnes, mais il y a plein de mauvaises façons de réagir. Effectivement, se tenir garant et utiliser l'histoire de l'autre. Ma mère, pareil, elle utilisait mon histoire pour être en colère contre sa famille et c'est quelque chose que je n'accepte pas du tout. Mais bon, vraiment, encore une fois, le dos, mon indifférence, tout ça, ça glisse. Mais dans les bonnes réactions que j'ai eues et qui, du coup, peuvent donner peut-être déjà un espace d'idées, j'ai beaucoup eu d'amis qui n'ont pas changé leur regard sur moi. Ça, pour moi, c'est un des plus beaux cadeaux qu'elle m'ait fait. C'est que je venais de leur parler des courses que j'avais fait, en fait. Et j'en étais pas changée. Et cette idée de je ne suis pas victime, effectivement, si je suis victime, mais en même temps, je suis pas que ça. Enfin, j'ai été victime. J'en suis encore victime aujourd'hui de par le fait que je dois traverser tout ça. Mais ne me regarde pas comme une petite chose cassée, fragile et qui va jamais s'en remettre, s'il te plaît. Genre, déjà que moi, j'ai besoin d'y croire. Si dans tes yeux, je vois que t'y crois bof, ça va pas le faire. Parce que j'ai déjà dû reprendre comme ça 2-3 personnes où je leur disais, oula, me regarde pas comme ça. C'est violent, en fait, d'être vu d'un seul coup comme sale ou cassé ou plus les mêmes. Enfin, j'en avais déjà parlé à des partenaires sexuels qui, du coup, osaient plus me toucher. Et j'étais là, non, mais alors, vraiment, je suis pas cassée. C'est important qu'on en parle, c'est important qu'on communique dessus. Effectivement, je pense que la sexualité avec quelqu'un qui a été abusé, c'est quelque chose qui doit être vraiment communiqué et qui doit faire partie de la relation à 100%. Moi, personnellement, dans mes dissociations, un des moments où je vais plus dissocier, ça va être pendant l'acte. Si la personne en face ne sait pas, elle fait l'amour avec un robot et elle s'en rend pas compte, quoi. Donc ça fait partie de la communication qui est importante. Et puis après, il y a, comme je disais, la façon d'être contenu par l'autre et de rester et d'être là et d'écouter, en fait, et d'entendre l'autre. C'est important de lui demander ce dont il a besoin. Il faut savoir que pour les personnes enfin, je parle pour nous toutes, mais je sais pas si c'est le cas pour vous, mais quand on a subi des abus, surtout dans la petite enfance comme ça, notre notion de besoin est complètement biaisée aussi. Quel est mon besoin, d'où il vient, comment l'exprimer. C'est encore quelque chose que je dois apprendre aujourd'hui. À 27 ans, ça fait tard. Ça peut parfois être douloureux du coup parce que la réponse, on l'a pas et on sait pas ce dont on a besoin. Faire attention aussi au niveau du toucher. Parfois, instinctivement, on a envie d'aller faire un câlin à l'autre pour le rassurer, etc. Vraiment, en plus, un corps qui a été abusé, je pense de manière générale, ça se demande, mais alors là, encore plus. Très instinctivement, on a envie, on a cet élan. Enfin, j'ai déjà vu des gens avoir cet élan vers moi en mode oh, ma chérie, je vais te prendre dans les bras. Et toi, tu es là, oula, non, alors, mon corps, pas touché. Pas maintenant, pas pendant que je suis en train de parler de ça. Je dirais que le plus important pour moi, ça a été d'avoir des personnes qui ont su juste être là, comme elles sont toujours, et que ça n'a rien changé entre nous. C'est juste une information, c'est un moment à traverser. Si t'es chaud à le traverser avec moi, let's go. On peut traverser ça ensemble. Ma meilleure amie, elle a juste mis ses fesses sur une chaise à côté de moi et on était en cours ensemble et voilà, et elle disait rien. Et puis quand je pleurais, elle me demandait, je peux prendre la main? Je disais oui. Et puis elle prenait la main et on continuait le cours comme si de rien n'était, alors que j'étais en larmes, quoi. Le fait que ma normalité change pas, que tout mon monde reste le même, c'était super important pour moi à ce moment-là. Et ça m'a fait du bien. Enfin, je pense que j'ai eu de la chance à ce niveau-là. L'entourage a été
a été chouette dans sa présence ou dans sa non-présence. Je pense que c'est important de dire aussi que même si ça peut être dangereux d'en parler, heureusement ça l'est pas toujours. Heureusement la plupart de mes expériences avec le fait d'en parler ont été positives et ont été bien reçues, mais surtout bien gérées par la suite par mes amis. Ils et elles n'ont pas changé leur regard envers moi, mais il y a peut-être eu des attentions supplémentaires qui ont été et qui font du bien en fait, qu'on pourrait se dire en fait c'est un peu trop ou quoi, mais en fait si ça fait du bien parce que quand tu as été violenté de différentes manières, et en fait l'inceste c'est une violence sexuelle mais qui n'est pas qu'une violence sexuelle, hein, c'est une violence morale, psychique, qui est plein d'autres choses, qui accompagne aussi parfois des violences verbales et physiques. Donc quand tu as été violenté en général, et en plus encore violenté comme tu disais, moi je trouve que les petites attentions supplémentaires ça fait plaisir, hein, voilà. Donc n'hésitez pas, si vous pensez à quelque chose qui pourrait faire plaisir à la personne, alors si vous n'êtes pas sûr, demandez, c'est toujours mieux, mais allez-y. Enfin voilà, ça peut être des belles choses. Moi je me souviens, j'avais une coloc à l'époque, j'avais des grosses crises de dissociation et elle m'aidait du coup à ce moment-là, quand elle savait qu'il y avait une grosse crise et tout ça qui arrivait, alors elle me préparait un bon bain chaud, etc. Et puis après elle me faisait mes petites tartines préférées, miel chocolat, enfin voilà, oui c'est bizarre, on juge pas. mais voilà, c'est des choses qui en fait moi qui me faisaient revenir aussi dans le moment présent, donc ça m'aidait en tant qu'individu, mais ça aussi m'aidait dans ma dissociation en fait. Le contact de l'eau, etc. Donc pour revenir dans le moment présent, le fait de manger, voilà, c'est toutes des choses qui te raccrochent au moment présent. Donc n'hésitez pas à parler de nouveau de ce que vous avez envie, mais avec les personnes auxquelles vous avez envie. Effectivement, tu parles de toutes les petites attentions. À ce niveau-là aussi, il y a pas mal de choses. Enfin, donc même si mon monde n'a pas changé, il y a quand même des choses qui ont été mises en place assez naturellement de la part des personnes dont je suis proche, notamment l'attention aux triggers. Parce que, alors, quand la porte était fermée, je pouvais regarder des trucs, ça me faisait rien. Mais maintenant que la porte est ouverte, c'est beaucoup plus compliqué. Et aller au cinéma, regarder un film que tes potes t'ont conseillé, qui va parler d'un truc comme ça, qui va parler d'abus, ça peut être très violent et ça peut créer des épisodes de dissociation, etc. Et donc avoir des gens autour de toi qui sont au courant. Enfin, ma meilleure amie, elle est très forte là-dedans. Même quand elle me fait un vocal où elle va se plaindre de son ex, ou elle va me faire un vocal où elle se plaint de son père ou quelque chose comme ça, mais elle est dans l'émotionnellement chargé. Elle va me mettre un petit trigger en disant voilà, je parle de ça, si jamais t'as la place, écoute-le, sinon c'est pas grave. Et ce respect mutuel qu'on va avoir, je pense que c'est quelque chose qu'on peut établir dans toutes les amitiés, inceste ou pas inceste, ne pas décharger ses bagages émotionnels sans demander la permission avant. C'est important, créer en tout cas ce respect de la psyché de l'autre. C'est super important, mais du coup, ouais, je sens qu'il y a quand même une attention qui a été faite sur ce dont on parle. Si on veut parler d'un truc, on vient quand même me demander avant est-ce que c'est OK, et on vient pas me culpabiliser là-dedans. J'ai déjà pas mal de culpabilité comme ça, et ça fait beaucoup de bien en fait. Ma mère qui prépare à manger pendant 2 heures, et puis finalement quand je viens pas, elle va pas me dire mais j'avais préparé pendant 2 heures à manger. Ok, pas de souci, je comprends, prends soin de toi, ça va aller. Genre, si t'as besoin de quelque chose, je suis là. Et tous ses amis, tous ses proches qui entendent et qui comprennent que en fait, il y a des jours où ça va pas et tu peux pas faire autrement. Et c'est pour ça que j'en ai pas parlé à mon père, par exemple, parce que lui, il comprendra pas. Si je lui dis 2 heures avant que je peux pas venir parce que mentalement ça va pas, ça va pas le faire du tout. Je voulais vous poser une question à toutes les deux par rapport au fait de communiquer ou pas avec les autres. Donc, je sens que quand je vais poser la question, vous allez me dire mais enfin, avec quoi tu viens? Mais tu parlais de pas déposer une charge émotionnelle sur les autres. Et du coup, moi, j'ai toujours un peu cette culpabilité quand même quand j'en parle à certaines personnes. Alors, j'essaye toujours que ce soit dans un moment agréable où l'autre personne est en sécurité, où elle a une possibilité de s'échapper. De s'échapper. Je ne tiens pas mes amis menottés, mais je veux dire, voilà, que ce soit l'espace le plus safe possible aussi pour l'autre personne, parce que j'ai peur que ce soit d'être trop, en fait, quand je vais partager ça. Et je ne sais pas si c'est quelque chose aussi que vous ressentez, et cette sorte de culpabilité de partager des fois et de se dire en fait je vais peut-être être trop pour la personne, je vais peut-être faire peur, lui faire peur et tout ça. Moi j'ai un peu passé l'étape de maintenant tu me crois ou tu me crois pas, moi je sais, c'est bon, là ça m'a pris du temps, mais voilà, mais c'est surtout en fait j'ai peur de rendre mal la personne en face de moi, quoi. Alors, j'ai l'impression que comme il y a plus de temps pour moi,
en fait, on apprend. En tout cas, pour ma part, enfin voilà, chacune a son vécu, sa trajectoire. J'ai eu ça un jour, ça s'est dissolu sur le temps. Et en fait, aujourd'hui, je suis arrivée, enfin voilà, avec tout le travail, tout l'endroit où je suis, à me dire, ok, il n'y a pas. En fait, si moi, je ne mets pas de culpe, enfin, j'en parle très ouvertement, mais je ne vais pas me responsabiliser à la place des autres. J'en parle si c'est possible. Enfin voilà. Au début, j'avais beaucoup ça. Je sentais que j'étais un poids, mais parce que j'ai compris plus tard que j'étais un poids pour moi-même. Et qu'en fait, comme j'étais un poids pour moi-même, je le mettais sur les autres. Où j'anticipais souvent leurs réactions, j'essayais de penser à ça. Enfin voilà, j'ai culpabilisé en amont. Enfin, voilà. Et en fait, avec le temps, il y a un peu le je m'en foutisme qui va avec. Parce qu'en fait, de l'endroit, comment moi je l'ai vécu, c'est que je me suis dit, mais en fait, c'est moi. C'est moi et c'est comme ça. Le jour où j'ai appris à me dire ça, j'ai déculpabilisé en fait de mettre du poids, de pas remettre. En fait, voilà, j'ai culpabilisé à mort à des moments. Et puis en fait, je me rends compte aujourd'hui que on lâche un peu pression avec le temps. Alors c'est marrant parce que encore une fois, le spectre de l'inceste, et en tout cas des réactions face à ça. Quand je l'ai appris, j'étais vachement plus dans ce que tu viens de dire, Diana, une sorte de je m'en foutisme de en fait c'est moi, c'est comme ça, et si t'es pas d'accord, mais il n'y a pas de souci, la porte elle est là. Oui, je pense que j'étais à un tel stade, une telle douleur dont tu as pu parler, cette impression que ton corps va mourir en permanence, c'est très noir comme moment, c'est très, très difficile. Et du coup, ça ne faisait pas partie de mes préoccupations. Et ce n'est que maintenant que je suis en train de retraverser tout ça, où effectivement, il y a cette partie de moi qui parle un peu plus, et cette gêne d'être lourde avec mon propos et de déranger. Moi, j'ai beaucoup ce sentiment de ne pas réussir à être là pour les autres. Et donc, quand l'autre est là pour moi, ça me gêne terriblement. J'ai envie de dire quelque chose, parce qu'en fait, je suis de plus en plus... Au plus on continue, on échange, au plus je suis émue. Et il y a quelque chose que j'ai envie de dire, j'ai l'impression d'être un petit peu au bout du tunnel. Il y a eu des moments dans ma vie où je pensais ne jamais m'en sortir. J'étais embourbée dans des choses et j'étais seule. Et même si, en fait, t'as beau avoir des tableaux qui t'expliquent par A plus B, c'est quoi l'inceste, c'est quoi un dessin, t'es juste toi avec toi-même et ta souffrance et c'est intense. Et en fait, le truc qui me vient, c'est qu'en fait, ça va. Le jour où tu décides de te choisir toi-même et de te dire, mais en fait, je m'aime et on a le droit de s'aimer. Et c'est un combat. Ça a été, en tout cas, pour ma part, ça a été dur, ça a été long. Et aujourd'hui, je commence à accepter que, ok, on m'a volé quelque chose un jour, mais aujourd'hui, je me récupère moi-même. Et j'ai juste envie de dire que ça va aller. Il faut juste un peu du temps. C'est un peu dur la montée. Voilà, mais ça va. Et en fait, ça va et ça vient. Mais un jour où le ça va prendra le dessus sur le ça va pas. Merci. Diana. Et effectivement, c'est vrai que ça me fait relativiser aussi. Merci beaucoup. Ça me fait relativiser aussi par rapport à moi. Moi, du coup, je disais ma réalisation, c'était il y a 4 ans. Et effectivement, je suis plus comme il y a 4 ans, quoi. Je veux dire, ça me touche énormément. Les mots ne seront toujours pas suffisants pour décrire ce que je ressens, ce que j'ai ressenti. Mais ça va mieux, et je sais que ça va aller mieux, quoi, et que petit à petit, ça va prendre un temps fou et des milliers d'euros en thérapie, mais ça va aller mieux, quoi. Et grâce à l'entourage et grâce à moi, surtout. Et grâce aux personnes autour de nous et grâce aux auteurs et autrices qui font du super travail, mais on sait qu'on évolue, quoi. Enfin voilà, je suppose que quand on se voit au moment de la réalisation ou de la révélation, entre guillemets, et maintenant, je pense qu'il y a quand même un chemin parcouru qui est individuel et très propre à chacun et chacune, mais on peut déjà se rendre compte vraiment du parcours qu'on a fait, quoi, chacune de son côté, et ça, c'est quand même extraordinaire, quoi. On est, je pense, dans un parcours de survie. Enfin, je dis beaucoup ce mot, mais pour moi, ça il n'y a pas que la survie de l'inceste, hein, malheureusement, mais il y a la survie de plein de choses, mais pour moi, c'est de la survie, en fait, qu'on fait. En fait, on est vraiment dans ouais.
Ouais, je trouve que le mot survie est très intéressant et je me dis que du coup mon parcours peut peut-être parler à d'autres gens. J'entends ça va mieux et oui effectivement il y a 4 ans on n'en était pas là. Après c'est très ça monte et ça descend encore je pense pendant un bon moment. Quand c'est remonté la première fois et que tu redescends la première fois aussi c'est vraiment pas c'est vraiment pas funky. Comme je disais, moi je l'ai appris il y a quelques années, ça a été un premier down et je pense que mon corps n'était pas prêt à tout recevoir à ce moment-là. Donc on a réouvert une porte cette année. C'est pas fun, c'est pas drôle, c'est pas chouette, c'est long, c'est très long. Et quand tu as eu le malheur d'avoir l'espoir à un moment que ça allait aller mieux, et puis que ça va de nouveau plus, du jour au lendemain, c'est très violent sur le moral, c'est très violent sur la vie de l'entourage, la vie qu'on menait et qu'on pensait pouvoir tenir un peu plus longtemps quand même. J'essaie d'y aller avec gratitude et bienveillance envers moi-même, mais effectivement, plus on va dans la thérapie, plus on ouvre des portes, et plus on ouvre des portes, plus il y a des trucs dark qui sortent et des trucs pas confortables, et c'est pas vraiment fun. C'est pas un chemin facile et c'est pas un chemin tout rose. En tout cas, oui, j'entends que je suis pas la même personne qu'il y a 4 ans, mais je resterai quand même toujours, et comme Amande disait, une survivante, et arriver à sortir de la survie pour aller dans la vie quand tu as survécu toute ta vie, quand tu as commencé à survivre à 3 ans, quand tu es né dans la survie, quitter cette survie pour aller dans la vie, pour aller dans la joie, pour aller dans l'amour, c'est en fait encore plus terrifiant. Parce que quand tu connais que le noir, te prendre la lumière dans la gueule, ça fait mal aux yeux. Ce tabou de l'inceste fait des adultes traumatisés, mais il y a aussi un tabou autour de ça, du traumatisme en tant qu'adulte. Et dans nos CC, il est très difficile de se dire ah mais c'est bon, c'est arrivé il y a 10, 20, 30 ans, parce que parfois les révélations viennent beaucoup plus tard, parfois elles viennent jamais même, mais de se dire qu'en fait t'es un adulte traumatisé de quelque chose qui t'est arrivé en tant qu'enfant. Et pourtant ça existe, c'est là, et c'est là qu'est toute la difficulté aussi de la chose, quoi. C'est de se dire en fait que là on est dans nos corps et dans nos vies d'adultes, mais nos têtes à certains moments, notre cerveau à certains moments se remet totalement dans le corps et nos vies d'enfants. Enfin voilà, il se remet dans l'état d'enfant alors qu'on n'y est absolument pas. Voilà, c'est quand même il y a des adultes traumatisés, et la société en général il ne fait pas grand-chose. Il y a très peu d'aides qui sont apportées en général aussi pour les adultes traumatisés, et encore plus les adultes traumatisés dus à l'inceste. Oui, non, c'est... Enfin, moi, mon patron, quand j'ai dû partir en arrêt, et que la raison de mon arrêt, c'était qu'en fait, mes mémoires traumatiques s'étaient réveillées. Donc, encore une fois, du jour au lendemain, ta vie n'est plus la même. Il n'a pas du tout compris. Alors que si j'étais venue en lui disant je me suis pété le pied, je peux pas travailler pendant 2 mois, il n'y a pas de souci. Mais non, là, j'ai pas le pied cassé, j'ai le cerveau cassé. Je me souviens plus du prénom de ma meilleure amie. Je perds mes clés et je me souviens pas du chemin pour rentrer chez moi. Mon cerveau est cassé, j'ai besoin d'être alité pendant quelques mois. Ça passe pas du tout, quoi. Et ça, c'est très violent, ouais. Effectivement, la société est pas du tout prête à entendre que la maladie mentale, les blessures mentales, les traumas sont d'une violence inouïe pour le corps, et que ça t'empêche de pouvoir aller au monde, ou en tout cas dans cette société capitaliste, à être un bon petit soldat. Et il y a pas mal de recherches qui ont été faites là-dessus aussi, sur les conséquences du trauma de l'inceste en général, sur les enfants, les adolescents, mais aussi sur les adultes. Alors on parle beaucoup de trauma au niveau mental et de santé mentale là, depuis tout à l'heure, mais aussi au niveau physique. Donc les traumas déjà changent littéralement la conception de notre système nerveux. Donc c'est vraiment notre système nerveux en tant que personne qui va être modifié. Donc ça c'est vraiment très, très physique, hein, c'est très concret. Mais il y a aussi beaucoup plus de maladies ou de maladies qui sont plus développées chez les personnes qui ont eu des traumas à l'âge enfant, et encore plus des traumas de violence sexuelle. Mais il y a un compte qui décrit ça très bien et qui parle beaucoup des recherches qui ont été faites là-dessus. C'est le compte Instagram Lutte contre la pédocriminalité. J'ai beaucoup d'estime pour Amande et pour Max et pour l'endroit de là où vous parlez, et ces trucs de responsabilisation
sociale, sociétale et tout ça. Moi, avant que cela ne soit un peu mis sur les comptes Insta, que ça un peu... Enfin voilà, il y a quelques personnes qui ont un peu pété des choses et on a commencé à en parler. Enfin voilà, il y a rien à faire. Je pense que MeToo a aussi beaucoup aidé à ça. Moi, la personne qui a été la plus dangereuse pour moi-même, c'était pas tellement les autres, c'était moi-même. Enfin, j'étais la personne à m'obliger à faire des choses. Je perpétuais moi-même la violence que j'avais subie de manière tout à fait normale. On parlait de l'ombre, de la lumière. Moi, j'ai été mais tellement loin. J'ai fait des études de corps, j'ai fait du théâtre, je me suis surexposée. J'ai été loin. Me faire violence encore et encore et encore et encore parce que c'est ce que je savais comme chemin. Mais je crois que c'est un chemin naturel, c'est de devenir à un moment donné le bourreau de toi-même parce qu'en fait, c'est ce que tu connais. Et moi, je l'ai beaucoup vécu. Je me suis beaucoup violentée. Je me suis beaucoup dit, bon, non, mais ça va aller, tu vas, non. C'est pour ça que je disais, j'ai beaucoup d'estime de l'endroit. C'est que moi, j'ai mis des années à comprendre ça. Et je l'ai compris et en lisant un livre qui s'appelle Le berceau des dominations, Anthropologie de l'inceste de Dorothée Ducy. C'est très sociologique, anthropologique, c'est très chiffré. Et ce jour-là, j'ai compris, on perpétue des violences qu'on a subies sans le vouloir et souvent envers nous-mêmes. Je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit, Amande, et du coup Diana aussi. Enfin, c'est deux choses différentes. J'entends tout à fait ce que tu dis sur où est-ce qu'on s'abuse soi-même et quand on devient son propre bourreau. Moi, c'est un peu tout le travail dans lequel je suis actuellement. Et alors, pour revenir sur ce que tu avais dit au niveau c'est un problème sanitaire. Effectivement, c'est la première fois, là, j'ai un médecin qui est très chouette. Et c'est la première fois qu'il me pose des questions au niveau des traumas que j'ai subis. Parce que je suis arrivée chez lui avec des douleurs chroniques au niveau de l'utérus. Et je suis dans un désert médical depuis 6 ans. Je sais pertinemment que c'est lié à mes traumas. C'est la première fois qu'un médecin me pose la question et le dit de lui-même. Et ça, c'est aussi très violent, en fait. C'est pas du tout quelque chose dont on parle. Et la connexion entre les traumatismes et les réponses du corps et du coup, les maladies, l'inflammation, comme tu disais très bien, c'est tout le système nerveux qui a été complètement reconfiguré et pas de la bonne façon. On n'a pas franchement mis les boulons au bon endroit. Moi, mes problèmes gynécologiques n'ont jamais été aussi violents que depuis que je le sais. Donc, c'est intéressant quand même. Et je trouve que c'est quelque chose dont on ne parle pas du tout assez. Et il n'y a que les médecines alternatives qui vont faire ce lien-là. En tout cas, moi, très personnellement, j'ai été obligée de me tourner vers la médecine alternative parce que la médecine m'a tourné le dos pendant 6 ans. C'est effectivement des questions qui, je pense, il est temps de se poser. Les adultes traumatisés et leurs maladies et leurs diagnostics et l'effet que ça peut avoir sur bien plus que juste une personne individuelle, mais effectivement sur toute une société qui est malade aujourd'hui. Enfin, c'est assez impressionnant, je trouve. C'est vraiment, il n'y a aucun médecin qui m'a jamais posé la question. Et pourtant, j'arrive toujours en disant, j'ai tel problème de santé mentale, j'ai ça et ça, et pour l'instant, je fais un gros travail sur mes traumas, par exemple. Ah oui, ok. Je veux dire, et pourtant, j'ai une maladie chronique, enfin, j'ai plusieurs choses qui font que ça pourrait poser des questions, etc. Et effectivement, comme je dis, c'est que dans la médecine alternative, où là, on pose une question, ou alors en psychiatrie, ou en tout cas psychothérapie, que là, on fait un peu la connexion entre santé mentale et santé physique. Et sinon, de nouveau, ils sont totalement dissociés. Alors, de nouveau, c'est un peu cocasse, mais nous, pendant des années, on a essayé de rassocier du coup notre mental et notre physique, et puis la santé occidentale telle qu'on la connaît, essayer de nouveau de dissocier notre état mental de notre état physique, qui pourtant sont bien ensemble et qui sont bien importants de connecter, quoi. Je vais devoir tout doucement envisager de clôturer les discussions, alors qu'en fait, je pense qu'il y a encore 15 000 trucs à dire, et je pense que c'est un des Faut qu'on parle qui durera le plus longtemps, et je crois que c'est assez symptomatique en fait de ce que c'est l'inceste et de la place que ça prend dans la société, et en fait du fait qu'on a tellement peu d'espace pour en parler. Et je pense que c'est hyper intéressant de sentir à quel point les discussions pourraient encore durer longtemps. Du coup, j'ai juste envie de vous encourager à continuer à le faire après, mais je pense que j'ai pas de doute là-dessus. Ce que je propose pour clôturer, c'est que, puisqu'on est vraiment dans cette idée de société, de réaction des médecins, de comment est-ce que la société en parle, comment la société nous prend en charge là-dedans, ou vous prend en charge, de quoi est-ce que vous auriez besoin, en fait,
de la part de la société, que ce soit eu besoin en tant qu'enfant, que ce soit aujourd'hui, de quoi est-ce que vous auriez besoin? Alors, je vais pas du tout répondre à la question, voire être... Non, mais je pense que c'est ma manière à moi de faire confiance à l'univers et aux choses. Évidemment, l'utopie serait que la société, elle crée des endroits de parole, des prises en charge, enfin voilà. Je pense que c'est important d'être suivi par des bons psychiatres, par des bons psychologues, par des bons gynécologues, par des bons médecins traitants, des bonnes médecins traitants, tout ça. Enfin voilà. Mais surtout, avant tout, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est plutôt faire confiance à soi-même, avant tout. Toi, ton corps, tu sais ce qu'il y a de bien pour toi. Écoute-toi avant d'écouter les autres. Et remettre en question, en fait. Les médecins, ils n'ont pas forcément tout le savoir. Alors, tant qu'on parle des besoins, moi, je distinguerais un peu les besoins en tant que... au niveau des enfants, je vais dire. Je pense que pour les enfants et pour... on sait, les chiffres sont très durs. Un enfant sur 10, c'est ça, hein, ouais. Je pense qu'il est important de faire de la prévention au niveau des institutions que fréquentent les enfants. Donc, c'est dans les écoles, dans les hôpitaux, avec les médecins, etc. Les PMS, les psychologues. Et combien d'enfants à être passés d'école en école, de PMS en PMS, de thérapeute en thérapeute. Elle et eux, ils ont dû le voir, quoi. Et je me dis, comment ces professionnels peuvent intervenir, en fait. Qu'est-ce qui est mis en place pour ces professionnels pour qu'ils interviennent? Parce qu'au-delà du tabou, j'ose quand même à penser qu'il y a des professionnels, que ce soit du secteur social, santé, autres, qui sont un peu plus éveillés et qui ont envie de faire bouger les lignes, de pouvoir sauver, entre guillemets, un enfant qui est en danger. Quels sont leurs territoires d'action, en fait? Où sont leurs limites et qu'est-ce que eux et elles peuvent faire? Et puis, de la prévention avec les enfants, tout simplement. Je pense que quand on fait des animations Evras, etc., déjà, ça pourrait commencer beaucoup plus tôt, mais ça, c'est vraiment mon opinion. Mais voilà, c'est toutes ces questions de consentement. Le gros méchant agresseur, c'est pas toujours l'inconnu, quoi, en imperméable beige. Même parfois, le méchant agresseur, il dort dans la même maison que toi. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais parlé. Et alors, au niveau des adultes, et surtout des adultes traumatisés, je pense que ce serait une meilleure prise en charge au niveau sanitaire, quoi. On est sur des maladies chroniques, que ce soit des maladies de la peau, que ce soit au niveau gynécologique. Il y a tellement de choses au niveau de la santé mentale, j'en parle même pas. Il y a des maladies du cœur, il y a plus de probabilité quand on est survivant d'inceste. Il y a énormément d'études là-dessus. Donc je pense que le tout commence par de la prévention et après de la prise en charge. De la prévention très tôt, les VRAS très tôt. Je pense qu'à ce niveau-là, on est encore très, 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 très loin de ce que ça pourrait être. Malheureusement, on a des politiques qui bloquent quand même vachement le schmilblick et puis ça crée du coup des adultes comme nous aujourd'hui qui avons mal. Donc c'est nul et à vraiment apprendre à ces enfants ce qu'est un corps, ce qu'est le consentement, ce qu'il y a énormément de choses qui te paraissent hyper normales en tant qu'individu dans ta petite vie lambda. Mais une fois que tu as ouvert les yeux sur ce que ça peut donner sociétalement, tu te rends compte que c'est très grave. Et ça va être le papy qui demande à sa petite fille de lui faire un bisou sur la joue pour lui dire au revoir. Et les parents qui sont là, ah, allez, tu vas faire un bisou à toi. Et c'est des petites choses comme ça, on se rend pas compte. Mais en fait, tu es déjà en train d'apprendre à cette gamine de 2 ans que si elle a pas envie, elle peut pas dire non. Parce que c'est papy et qu'on est gentil avec les adultes. Et c'est plein de petites choses comme ça, dans les médias, dans les discours, dans tout ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours. On apprend en permanence aux enfants que l'abus, c'est OK. Pareil, la prise en charge de point de vue sanitaire. On se rend pas compte de toutes les conséquences que ça peut avoir. C'est bête, mais aujourd'hui, moi, je suis en droit d'aller demander plein d'aides que je ne vais jamais aller demander. Parce que ça demande énormément d'étapes, ça prend du temps, ça demande de l'énergie, et à moins d'être déjà dans les privilégiés, moi je fais partie de ces privilégiés qui ont Internet, qui ont un ordinateur, qui ont accès à des gens qui savent, à des gens qui peuvent aider. Déjà, si moi j'avais pas ces privilèges-là, je sais pas où j'en serais aujourd'hui. Mais alors je me dis, pour les personnes qui n'ont même pas ces privilèges-là, comment ils font pour aller chercher les aides dont ils ont besoin? Si jamais des personnes concernées ont envie de trouver de l'aide quelque part, j'avais quand même envie de donner 2-3 possibilités de ressources.
Il y a une association qui s'appelle SOS Inceste et qui organise des groupes de parole. Il y a aussi SOS Viol qui répond par téléphone, par chat, par mail ou bien avec lesquels on peut avoir des rendez-vous. Et alors, il existe les CPVS, donc les centres de prise en charge des violences sexuelles. Ça, c'est plutôt quand ça vient d'arriver, mais ça peut prendre en charge les victimes d'un point de vue assez complet. Une prise en charge psychologique, médicale, juridique. C'est des choses qui existent. Après, ça dépend des besoins de chacun, chacune. Donc, pour résumer cette longue conversation, est-ce que vous avez envie, en une phrase, de partager ce que vous retenez de cette discussion ? Moi, j'ai envie de clôturer par vous redire merci, en fait. Ça fait du bien d'en parler et ça fait du bien de voir qu'il y a d'autres façons de le vivre. Merci. Je vais pas être très originale du coup, mais mais merci du coup à vous deux d'avoir partagé vos vécus. Et, merci à OYES de nous offrir la place aussi pour les partager. En fait, ça fait du bien de pouvoir humaniser le sujet. Moi, je suis anthropologue de formation, donc j'ai toujours très envie d'aller voir des études sociologiques, etc. Alors, c'est évidemment très intéressant. Et il y a plein de très belles choses qui sont faites à ce sujet au niveau scientifique. Mais parfois, on a besoin d'humaniser, vraiment. Et là, de pouvoir avoir des vécus aussi proches et aussi différents des miens soient-ils, bah, ça fait du bien. Oui, effectivement, je suis assez d'accord avec vous. Merci à toutes les personnes autour de cette table. Et je retiendrai de ce podcast que ça fait du bien d'en parler avec des personnes qui comprennent et qui ont vécu la même chose. Et comme on disait, c'est un parcours qui est très solitaire. Et même s'il y en a beaucoup autour de nous, on ne s'en rend pas forcément compte. C'est pas forcément... J'ai pas d'amis proches, en tout cas, qui ont vécu la même chose. Et du coup, c'est la première fois que je suis assise à table avec des personnes qui ont même vécu, qui le savent et qui peuvent en parler. Et ça fait beaucoup de bien d'avoir des gens qui comprennent toute cette partie-là aussi de ton être. On se sent moins seul. J'avais aussi envie de vous dire merci, Diana, Amande et Max, d'être venus, d'en avoir parlé et de façon aussi libre. Évidemment, on n'a pas toutes les réponses. Évidemment, on aurait pu en parler encore longtemps. C'est ça qui est bien aussi, c'est que la discussion reste ouverte. C'est important de continuer à en parler. Et pour aller plus loin, j'avais envie de vous proposer quelques recommandations. Vous en avez déjà parlé aussi, il y a les livres Le berceau des dominations et Abuser et après, dont vous avez parlé, Amande et Diana. Il y avait le compte Instagram aussi, Lutte contre la pédocriminalité. Sinon, j'en avais 3 autres à vous proposer. Le livre La culture de l'inceste d'Iris Bray et Juliette Drouard. Et les podcasts Ou peut-être une nuit de Charlotte Pudlowski, qui à l'aide de témoignages, d'enquêtes, de recherches, approfondissent vraiment les éléments clés qui constituent la culture de l'inceste. Et alors, il y a aussi le stand-up de Ma Marie. Ça, c'est si vous voulez écouter une humoriste concernée par la thématique et qui en parle avec talent et humour. On mettra tout ça en description. C'est tout pour cet épisode au sujet de l'inceste et de ses tabous. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à participer à la libération de la parole. On se retrouve tout bientôt pour un prochain épisode, cette fois-ci au sujet des violences dans les relations. D'ici là, prenez soin de vous. Mulsi